Bienvenue à tous, je suis ravie de vous accueillir sur ce podcast qui a pour mission de mettre en avant des héros ordinaires. Les personnes que vous allez entendre ont décidé de se battre chaque instant dans un quotidien bouleversé par une maladie, un accident, un handicap ou une épreuve qui a chamboulé leur vie. Je m'appelle Pauline, je suis sensible depuis toujours aux histoires et parcours de vie atypiques et j'ai décidé qu'il était temps de mettre à profit mon accent chantant pour faire ce que j'aime le plus au monde. Partager et échanger avec des personnes remarquables et inspirantes. J'espère que ces témoignages vous aideront à mieux vivre vos petits et grands pépins. Je suis très heureuse de vous retrouver pour le dernier épisode de la saison 4 de Pépin Podcast. On finit en beauté grâce à mon invitée Amandine Pillot, une Toulousaine pleine d'énergie. En effet, Amandine est consultante, conférencière et formatrice sur la politique handicap. Après un master en droit et un master en communication, elle a travaillé 10 ans en tant que salariée dans le secteur du handicap avant de lancer sa société A2Cap en 2018. Malvoyante depuis la naissance, notre conversation a notamment permis d'aborder le sujet du statut de travailleur indépendant handicapé qui permet de soutenir les personnes en situation de handicap qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat. On a aussi longuement discuté du processus d'acceptation de la canne blanche, ou plutôt de la canne jaune d'Amandine. Mais je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir ma conversation avec Amandine Pillot. Bonjour Amandine Pillot, merci d'avoir accepté mon invitation sur Pépin Podcast. Vous êtes consultante, conférencière et formatrice handicap au sein de l'entreprise que vous avez créée A2Cap. Vous êtes toulousaine et malvoyante depuis la naissance. Je pense que l'on est tous d'accord pour dire que nous vivons dans une société avec une majorité de personnes dotées de la vue et peu de choses sont adaptées aux personnes malvoyantes. Je suis donc curieuse de savoir comment vous vous sentez aujourd'hui dans la société et si parfois vous constatez un décalage entre votre façon de voir le monde et celle du reste de la population. Bonjour Pauline, bonjour à tous. Dis donc, on commence par une question, par une vaste question. C'est vrai que c'est un sujet intéressant. Effectivement, hein, le monde aujourd'hui est très visuel. Hein, on se sert de ce sens-là au quotidien et évidemment très fréquemment, que ce soit dans son travail, dans sa vie perso, dans ses déplacements, dans la rue, tout le temps, partout. Et on est très sollicité en plus au niveau visuel. Donc c'est vrai que c'est un monde qui est plutôt, qui est fait effectivement pour des gens dont ce sens-là est développé. Alors du coup, comment je me sens dans ce monde-là en étant malvoyante de naissance et donc en ayant une vue très très basse de loin. Comment répondre à cette question ? Elle est peut-être un peu maladroite et un peu bête parce que c'est vrai que si vous êtes né comme ça, vous vous posez peut-être pas la question finalement. Si, quand même, parce que je me rends bien compte que le monde est particulièrement visuel et que moi, je n'ai pas accès à tout. Donc, même si c'est de naissance et même si, du coup, j'ai énormément compensé naturellement au fil de ma vie, je me suis toujours rendu compte quand même que j'avais pas accès à pas mal de choses et d'informations finalement. Donc elle est pas, c'est pas une question, c'est pas une mauvaise question et c'est pas maladroit non plus. Hein, je trouve que c'est intéressant. Effectivement, hein, moi je compense beaucoup du coup avec ce que j'entends. Donc effectivement. Je vais plus écouter la radio que regarder la télé. Quand je vais voir une pièce de théâtre ou quand je vais au cinéma, je vais aussi me baser beaucoup ma compréhension sur ce que j'entends plus que sur ce que je vois. C'est pour ça qu'effectivement, quand l'audio description est disponible, par exemple, dans les cinémas, je l'utilise. Voilà, donc c'est vrai que moi, je compense énormément ce sens-là dans ce monde très visuel par l'audio. Mais du coup, en effet, je suis privée de certaines informations et il faut alors donc compenser et c'est un terme là que j'ai utilisé il n'y a pas très longtemps, finalement aussi beaucoup déduire. C'est-à-dire qu'avec les quelques informations que j'ai, qu'elles soient donc sonores ou même les quelques infos visuelles que j'ai quand même, je reconstitue finalement des choses que je ne vois pas pour améliorer ma compréhension. Je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà, j'ai ce travail permanent de déduction, de reconstruction à partir des informations que j'arrive à saisir et qui sont sonores
visuel, mais sans que je capte, par exemple, certains détails. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est tout un travail, une gymnastique. Voilà, vraiment une gymnastique permanente qui peut être d'ailleurs fatigante, en tout cas qui prend beaucoup d'énergie. Ça, c'est vrai. Mais voilà, pour effectivement pouvoir vivre dans ce monde extrêmement visuel. Cette question qui est vraiment intéressante me fait aussi penser à un autre aspect des choses, qui est que quand on vit dans un monde très visuel et que on souhaite être intégré, s'adapter, avoir une vie riche et variée, on doit s'adapter, même quand on voit peu, et surtout s'adapter aux attentes de ceux qui voient bien. Ce qui veut dire que dans ma vie professionnelle et même personnelle, mais là, restons déjà sur le professionnel, finalement, je suis obligée de faire des choses dont moi, je n'ai pas besoin et qui finalement dont moi, je n'ai pas besoin en me disant, mais oui, mais les gens auxquels je m'adresse, eux, ils en ont besoin. Donc, il faut que je me mette à leur niveau et que je leur offre ce qu'ils attendent et ce dont ils ont besoin pour améliorer leur compréhension, alors qu'en fait, moi, j'en ai pas besoin. Oui, est-ce que vous avez un exemple de ça? Enfin, j'imagine que ça demande du coup énormément d'empathie, quoi, le fait de se mettre constamment à la place de ceux qui voient finalement. Oui, alors j'ai effectivement au moins 2 exemples et oui, c'est vrai, quelque part, ça demande de l'empathie. Par exemple, quand on prépare une présentation PowerPoint, des slides à projeter lors d'une conférence, d'une réunion, d'une intervention, peu importe, effectivement, en fait, moi, finalement, j'en ai pas besoin. Quand je vais dans une conférence ou dans une réunion, je fais qu'écouter la personne et je regarde même pas les slides parce que, enfin, je les regarde pas, je les vois pas de toute façon. Donc ça ne... Voilà. Et donc, c'est vrai que moi, parfois, je me dis, mais en fait, les slides, ça sert à rien. Et alors qu'on m'a toujours expliqué qu'en effet, les gens qui voient, ils ont besoin de slides et en plus, ils ont besoin de slides bien faits, avec du visuel, qui va attirer leur regard, etc. Et, et donc, je construis toujours mes slides en pensant vraiment à ça et en me disant, OK, ils ont besoin de choses qui vont attirer l'œil, qui vont être ou amusantes, ou décalées, ou originales pour capter leur attention. Mais c'est vrai que c'est des choses que moi, d'ailleurs, après, quand je projette, je ne les vois même pas moi-même. Donc, je fais travailler beaucoup ma mémoire, pour le coup, pour commenter des slides que je ne vois pas. Voilà. Et un autre exemple, c'est les fameuses visios que l'on fait par dizaines depuis la pandémie. Moi, dans l'absolu, un rendez-vous téléphonique, pour moi, c'est largement suffisant, en fait. Honnêtement, ça m'apporte quasi... Alors, je vois quand même la personne sur mon écran, mais ça m'apporte pas grand-chose, une visio, parce que, bon, voilà, j'aperçois juste la personne. En plus, je vois pas les détails, donc je vais avoir du mal à voir les expressions, tout ça. Mais je sais que pour beaucoup de voyants, le fait de me voir... du coup, est vraiment important. Donc, du coup, pareil, je me suis adaptée. Je fais autant de visio que les gens veulent. Ça me dérange pas. À chaque fois qu'on me demande, je fais une visio, évidemment, même si moi, voilà. Et je sais que les gens ont besoin de me voir, de voir que je regarde la caméra, que je suis là, que je suis visuellement présente. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est un autre regard sur le monde, finalement, avec des besoins différents. Et en même temps, donc je capte d'autres indices pour comprendre le monde et en même temps je m'adapte à un monde hyper visuel. Hyper intéressant. Et avant de poursuivre, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement en quelques mots? Oui, bien sûr, avec plaisir. J'ai 40 ans, je vis à Toulouse. À l'origine, je suis diplômée, j'ai un master en droit et puis également un master en communication. Ensuite, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années en tant que salariée dans différentes structures, déjà dans le secteur du handicap. Et puis, j'ai finalement créé ma société en 2018 qui s'appelle AtoCap.
et dont l'objectif est d'accompagner les entreprises dans la mise en œuvre de leur politique handicap. Pour cela, je fais du conseil, des formations, des sensibilisations, des témoignages, des conférences. Et je suis également référente handicap externalisée pour certains de mes clients. Et donc, comme vous l'avez indiqué, je suis moi-même en situation de handicap puisque je suis malvoyante. Je vis ça effectivement depuis la naissance. Ça a été diagnostiqué quand j'avais 3 ans, mais c'est depuis la naissance. Merci beaucoup. Et au niveau de plutôt personnel, est-ce que vous avez des loisirs? Qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie? Oui, là, c'est vrai que je me suis présentée d'un point de vue professionnel. Je suis quelqu'un d'assez sociable. J'aime beaucoup voyager, beaucoup parcourir le monde à la rencontre d'autres cultures et pour découvrir d'autres contrées aussi. J'aime beaucoup cuisiner aussi. Et puis, j'aime beaucoup le théâtre, où j'allais régulièrement avant la pandémie. Depuis la pandémie, j'y suis un petit peu moins allée. Mais j'aime beaucoup le théâtre aussi. D'accord, merci. Alors, afin d'encore mieux vous connaître, j'ai préparé quelques questions brise-glace. Est-ce que vous pouvez me donner un chiffre entre 1 et 5? 5? Alors, la question 5, attention, c'est qu'est-ce qui vous rend heureuse? Il y a bien le premier truc qui vous est passé par la tête. Ça peut être un plat de pâtes, hein, c'est déjà super bien. Non, je vous laisse répondre, prendre le temps. Partager un bon moment avec des gens que j'aime. Alors, en préparant cet entretien, vous m'avez confié qu'au départ, vous ne souhaitiez pas travailler en lien avec le handicap. Alors, j'aimerais donc comprendre pourquoi vous aviez ce souhait et qu'est-ce qui a finalement motivé le choix de créer AtouCap en 2018. Oui, c'est une bonne question. Et là encore, alors, effectivement, donc j'ai eu la chance d'être scolarisée dans l'école, le collège et le lycée de mon quartier, bon, parce que mes parents se sont battus pour ça, hein, parce que tout ça s'est fait avant la loi de 2005, donc c'était pas encore aussi courant et c'était pas encore une obligation, donc c'était pas si évident que ça, mais effectivement ils se sont battus pour ça et c'est ça que j'ai eu la chance de pouvoir faire comme parcours scolaire, alors avec peut-être plus d'efforts, enfin bon, peut-être qu'on y reviendra ou pas, mais en tout cas, voilà, c'est un peu plus compliqué. Voilà, des adaptations, des efforts, etc. Mais en tout cas, j'ai pu le faire avec succès, et j'en suis ravie. J'ai eu mon bac avec mention bien et à l'heure, hein, sans doublement. Et ensuite, donc, j'ai fait mon parcours universitaire, donc je suis partie à la fac de droit. Et puis ensuite, j'ai complété avec un master spécialisé à TBS, hein, donc à l'école de commerce à Toulouse. Et effectivement, pendant mon parcours d'étudiante, que j'ai aussi bien réussi, mais du coup, j'avais pas du tout envie de travailler dans le secteur du handicap parce que déjà, je le vivais au quotidien et j'avais envie d'être dans un monde ordinaire, disons, hein, d'avoir, voilà, de pas être tout le temps relié avec, que ce soit tout le temps handicap. Et surtout parce que je me disais, j'ai des diplômes, j'ai un parcours et j'ai pas envie qu'on dise que j'ai ce job-là parce que je suis handicapée. Oui, je comprends. Je voulais avoir un travail, trouver un emploi pour mes compétences, pour mes capacités et pas... Alors, même si j'avais ce travail-là pour ces capacités et ces compétences, j'avais peur que les autres disent que je l'avais parce que j'étais handicapée, si j'avais travaillé dans le secteur du handicap. Et donc, c'est ça que je voulais surtout pas. Et puis, je pense que j'avais envie de me détacher un peu du secteur. Moi, je le vivais au quotidien. Bon, ça suffisait, quoi. Voilà. Et puis, donc, j'étais dans cet état d'esprit-là pendant mes études. Pendant mes études. Et puis, alors, si on réfléchit bien, j'ai quand même fait... mon dernier stage était quand même à l'établissement français du sang. Donc, c'est pas le handicap, mais quand même, c'est la santé, c'est le... Voilà. J'ai fait un autre stage dans une association chez Retina France, donc une association qui collecte des fonds pour la recherche en ophtalmologie.
Donc là aussi, il y avait quand même un petit lien. Mais quand même, je ne voulais pas travailler dans ce domaine-là. Mais chasser le naturel, Voilà. il revient au galop. C'est un peu ça. Et effectivement, ce qui s'est passé quand je suis arrivée sur le marché du travail, alors j'ai eu des difficultés, le parcours n'a pas été facile, hein. J'ai eu beaucoup de périodes de chômage aussi, j'ai eu des CDD, j'ai eu de l'intérim, etc. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que justement, très très vite, les seules opportunités que j'ai eues étaient dans ce secteur, avaient un lien avec le handicap. Et donc au début, je me souviens de cette première expérience dans ce domaine-là, où c'est vraiment une opportunité que j'ai eue, et je n'en voulais pas, quoi. Je me disais, mais non, c'est pas ça que je voulais faire. Je veux pas travailler dans le domaine du handicap. Et puis finalement, je me suis dit, mais oui, mais pourquoi elle vient cette opportunité maintenant ? J'en ai pas d'autres en ce moment, ça a l'air quand même intéressant, peut-être que ça vaudrait le coup d'essayer quand même, quoi. Et donc, j'ai accepté cette mission-là. Et puis, au fur et à mesure, j'ai constaté que on me juge. J'ai pas trop eu en tout cas, je l'ai pas ressenti elle est là parce qu'elle est handicapée. On a vu mes compétences et on m'a pas jugée pour ça. Et donc, je pense que ça m'a rassurée aussi. Et puis, au fur et à mesure du coup des expériences et des opportunités dans ce domaine-là, je me suis rendu compte que en fait, le fait d'être moi-même en situation de handicap pouvait quand même apporter quelque chose en plus de mes compétences finalement. Et donc, du coup, que ça faisait sens et que ça avait un intérêt. Et donc, c'est tout ce cheminement-là qui finalement, après avoir un peu rejeté ce secteur d'activité, à la fin de mes études, finalement, j'y suis revenue et bien plus même que... Enfin, voilà, je suis revenue les deux pieds. Et en me disant qu'au contraire, mon expérience et le fait que je vivais ça au quotidien ne pouvaient que compléter et apporter en fait aux compétences que j'avais déjà, quoi. Oui, c'est carrément Voilà. une force au final. Et exactement. Et aujourd'hui, c'est devenu une force. Je pense que je peux apporter ma petite pierre à l'édifice de cette façon-là, avec et mes compétences et mon parcours, l'un dans l'autre même, enfin les deux mélangés, me permettent effectivement de proposer des services qui peuvent vraiment avoir une réelle valeur ajoutée. D'ailleurs, c'est aussi, enfin, le nom de mon entreprise n'est pas anodin, hein, c'est Atout Cap. Et donc, le Atout, c'est vraiment ça. C'est parce que je considère qu'un handicap, on peut vraiment en faire une force. On peut en faire un atout, voire des atouts. Hein. C'est, voilà, quand on l'assume, quand on le comprend, quand on... on peut vraiment en faire une force et un atout. Et donc, c'est pour ça que j'ai finalement créé cette entreprise et choisi ce nom. Donc Atout, et puis bon, Cap, alors Cap, il y a plusieurs... parfois on me dit, c'est le Cap de Capitole, comme je suis toulousaine. Bon, non, l'origine, c'est plus le Cap, alors de capable, et pas forcément de handicap, même s'il y a les deux peuvent s'entendre ainsi, mais voilà, j'ai plus pensé quand même capable. Bon, il se trouve que c'est aussi la fin du mot handicap. Et justement, depuis que vous avez créé cette entreprise, ça ressemble à quoi une semaine type avec vous ? Une semaine type d'un point de vue professionnel, alors c'est à la fois, c'est très varié, et donc il n'y a effectivement pas une semaine comme la suivante ou comme la précédente. Il y a évidemment des points communs, hein, donc on peut essayer de voir comment se déroule une semaine type. Alors effectivement, moi je suis indépendante, hein, donc je suis toute seule à la tête de mon entreprise. Et donc, dans une semaine, il y a pas mal de tâches différentes finalement qui sont à réaliser, puisque il y a à la fois la partie développement commercial, je dirais, hein, donc effectivement, trouver de nouveaux clients, avoir des rendez-vous avec des clients, essayer de vendre son offre. Il y a aussi la partie administrative, qui va être de faire ses factures, de faire ses devis, mais aussi toute la gestion comptable, etc. Et puis, bien sûr, il y a la communication que je fais moi-même également. Et puis, du coup, quand on a réussi à vendre, et là, on va réaliser des prestations. Donc, effectivement, finalement, on retrouve toutes ces tâches-là dans la semaine. C'est-à-dire que je vais faire un peu de commercial, un peu de communication pour renforcer ma visibilité, une partie aussi gestion administrative, et puis des prestations
Donc, ils peuvent aller ça peut être un webinaire de 45 minutes, ou ça peut être ça peut être une journée entière de formation, de sensibilisation ou d'autres choses. Et puis, il peut y en avoir, certaines semaines, il y en a qu'une dans la semaine de prestations. Et puis, d'autres semaines, il va y en avoir 2 ou 3, voire 4 ou 5 quand c'est, par exemple, au moment de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Voilà, donc c'est aussi un planning d'ailleurs à gérer, hein, puisque d'une semaine, à chaque fois que je conclue une affaire avec un client, il faut effectivement que je programme la prestation dans mon agenda, dans mon planning, pour qu'effectivement elle rentre dans la semaine, dans le mois qu'on a choisi avec le client. Donc c'est vrai que finalement, là, ouais, ça je ne l'ai pas dit au début, mais ouais, le fait de planifier, la planification prend aussi finalement un petit peu de temps et est fondamental pour organiser tout ça. Et est-ce que vous avez une organisation, une discipline moi, je sais que dans mes projets, j'ai un peu de mal pour ça. Est-ce que, par exemple, c'est lundi, c'est communication, mardi, c'est prospection commerciale, ou c'est un peu au feeling et finalement un peu au hasard? Alors, c'est pas à ce point-là parce que ça me semble pas possible, parce que finalement, les prestations que je réalise je m'adapte vraiment aux besoins des clients et à leurs demandes. Donc, effectivement, ça peut être, s'ils veulent que ce soit le mardi, c'est le mardi. Donc, c'est vrai que si j'ai prévu que le mardi, je consacrais mon mardi à telle tâche, du coup, ça sauterait. C'est loupé, ouais. Voilà. Donc, je suis obligée d'avoir quand même un peu de flexibilité. Mais oui, j'ai quand même, par exemple, je sais que ma visibilité, ma communication, je la fais en général ou le mardi après-midi ou le jeudi après-midi, parce que j'ai constaté aussi que c'était les jours où ça fonctionnait le mieux. Donc ça, effectivement, je sais que dans mon planning, c'est prévu. Alors, je le mets en général, je la mets le mardi. Si j'ai une presta, je la déplace au jeudi, par exemple. Le vendredi, une semaine sur 2, je consacre mon vendredi après-midi à des projets un peu plus de fond, travailler sur vraiment le développement d'Atoucap, le développement de la société, ou des choses qui sont vraiment sur la stratégie. La créativité, ou les nouvelles choses que vous voulez proposer. Voilà, des nouvelles offres, la stratégie, un point comptable, tout ça, je le fais un vendredi sur 2, l'après-midi par exemple. Voilà, donc oui, j'ai mis en place quand même quelques petites routines. Et puis, moi, j'utilise beaucoup mon agenda, c'est-à-dire qu'effectivement, dès que je sais qu'il y a une mission, une tâche à réaliser, je vais la caler dans l'agenda, quitte à la bouger un petit peu je pense qu'il faut à la fois de l'organisation, de la planification, avec quand même un petit peu de flexibilité. Donc, c'est ce qu'aujourd'hui permettent les agendas en ligne, par exemple. Et donc, moi, c'est ce que je trouve hyper pratique. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Mais oui, hein, il faut... Je pense que pour être indépendant et quand on est indépendant pour réussir à avancer, il faut forcément un petit peu de discipline quand même. Hein. Oui, un petit peu d'organisation. Voilà. Et est-ce que justement vous utilisez des outils spécifiques ou des astuces au quotidien dans votre vie professionnelle? Vous avez parlé des agendas en ligne, mais est-ce qu'il y a d'autres choses, je sais pas moi, pour faire vos factures, ou est-ce que vous déléguez toutes les tâches qui sont moins faciles à traiter au quotidien? Voilà, comment vous vous organisez? Par rapport à ma vue ou en tant qu'entrepreneur? Oui, la question c'était par rapport à votre vue. En fait, je me dis s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui veulent se lancer et qui ont peut-être des craintes de ne pas pouvoir tout gérer, c'est partager un peu vos astuces, vos outils et les rassurer peut-être de ce point de vue-là. Mais peut-être que finalement, il n'y a pas tant de gros obstacles de ce point de vue-là, je sais pas. Non, mais pour moi, la digitalisation, c'est une vraie chance et je suis pour une digitalisation qui se développe encore. Parce qu'en fait, à partir du moment où c'est en ligne ou sur l'ordinateur, en ligne ou sur un ordinateur, moi, on peut tout. Moi, en tout cas, je peux tout faire en étant malvoyante. J'utilise effectivement les fonctions d'accessibilité qui sont proposées aujourd'hui par Windows, Microsoft, Apple, qui se sont largement améliorées aussi ces dernières années.
et qui permettent aujourd'hui d'utiliser un ordinateur ou un smartphone aussi bien que n'importe qui voit bien. Alors quand on est complètement aveugle, je sais que c'est un petit peu plus compliqué parce que tout n'est pas accessible, mais quand on voit un peu et que du coup on peut, comme moi, et qu'on peut utiliser les fonctions Zoom et plein d'autres fonctions en fait, mais qui sont aujourd'hui natives et que l'on retrouve dans la partie accessibilité, ça donne vraiment accès à tout. Donc non, moi, je fais mes factures, je fais mes devis, j'ai le logiciel. Alors, j'ai un expert comptable qui m'a fourni un logiciel et j'utilise son logiciel comme j'ai accès à peu près à tout via mon ordinateur ou mon smartphone. Moi, ce qui va me poser problème, c'est la gestion. C'est pour ça que je suis pour la digitalisation. C'est la gestion des courriers. D'ailleurs, ça m'agace. Je ne comprends pas pourquoi on continue à recevoir autant de courriers. Enfin, il n'y en a pas des tonnes, mais il y en a toujours. Voilà, et parfois, c'est des courriers importants. Et c'est vrai que ça, c'est assez... c'est vraiment pas pratique et c'est difficile à gérer. Alors, il y a quand même des outils. Moi, j'ai une loupe électronique. Là, je vais bientôt acquérir un stylo scanner qui, en fait, ça ressemble à un stylo, mais effectivement, quand on prend photo, un papier, ça le lit. Donc ça devrait me faciliter grandement la gestion du courrier. Mais voilà, la gestion du courrier n'est pas optimale pour l'instant chez moi, enfin, de tous les documents papier qu'on peut Il n'y a pas avoir. d'appli sur le téléphone qui fait ça? Pas encore? Moi, j'en connais pas qui fasse ça, non. Ok. Donc là, c'est un matériel assez coûteux, le stylo scanner dont je vous parle là, que je suis en train que je vais probablement acquérir. Là, j'attends effectivement une réponse pour une aide financière pour pouvoir le financer. Voilà. Autre chose, effectivement, moi je travaille avec mes clients, je fais du présentiel et du distanciel et je travaille partout en France. Donc bien sûr prioritairement quand même à Toulouse et en Occitanie, mais partout en France. Donc je me déplace régulièrement. Et justement, c'est là où je voulais en venir, c'est-à-dire qu'au-delà du travail quotidien sur ordinateur, où je trouve qu'aujourd'hui les choses ont vraiment beaucoup évolué et presque tout est accessible, les déplacements par contre restent plus compliqués quand on est dans ma situation. Parce que y a les transports en commun certes, mais c'est vrai que c'est souvent beaucoup plus long qu'un trajet en voiture et puis c'est plus fatigant aussi, enfin voilà. Et puis tout n'est pas accessible en transport en commun. Donc effectivement, maintenant j'accepte. C'est-à-dire qu'au début, je me culpabilisais quand j'appelais un taxi ou un Uber pour un déplacement. Enfin, je culpabilisais, j'exagère un peu, mais je le faisais très peu à chaque fois en me disant « Oh là là, ça coûte de l'argent, et puis oh là là, je pourrais prendre le bus, et puis etc. » Bon, maintenant, j'ai arrêté de culpabiliser. Je me dis de toute façon, je n'ai pas de voiture, je ne peux pas conduire. Pourquoi pas prendre un Uber ou un taxi pour arriver chez le client en étant fraîche et dispo pour pouvoir assurer la prestation plutôt qu'arriver fatiguée, rougie parce que j'ai eu peur d'être en retard, enfin je ne sais quoi. Voilà, donc j'ose maintenant me faire aussi aider sur, par exemple, ces déplacements-là. D'accord. Et est-ce qu'il existe des aides pour accompagner les personnes en situation de handicap qui souhaitent créer une entreprise, qu'elle soit matérielle, financière ou je sais pas, du coaching, des accompagnements? Oui, l'entrepreneuriat des personnes handicapées est encouragé par l'État, par l'AGFIP et est en pleine croissance. Il y a vraiment des créations très régulières, il est en pleine augmentation. Tout simplement parce que c'est une solution à plein de choses. C'est-à-dire que c'est une solution parce que les personnes handicapées sont plus au chômage que les autres, ont des durées de recherche d'emploi plus longues que les autres, etc. Donc, créer son entreprise, c'est une solution finalement pour créer son propre emploi. Et en plus, quand une personne handicapée crée son entreprise pour créer son propre emploi, elle crée forcément un emploi qui est adapté à sa situation. Donc effectivement, c'est une solution intéressante qui est donc soutenue par l'État maintenant depuis quelques années. Et donc ce qui est proposé, c'est... Alors il y a effectivement une aide financière qui est attribuée par l'AGFIP à tout créateur d'entreprise qui est en situation de handicap. Donc il faut avoir une RQTH et son propre SIRET
pour en bénéficier, c'est une aide qui s'élève actuellement à 6 300 €, me semble-t-il. Ce n'est pas un prêt, hein, donc c'est vraiment un don, une subvention, une aide. À la création de l'entreprise. À la C'est pas quelque création chose de l'entreprise. de récurrent. Non, c'est pas récurrent, mais c'est effectivement une aide à la création de l'entreprise. Ensuite, il y a ce fameux statut de travailleur indépendant handicapé. Donc ça, c'est un statut qui existe depuis 2016 maintenant et qui peut être intéressant pour les gens qui veulent créer une entreprise dans le B2B. Donc vendre à d'autres entreprises. Et dans ce cas-là, quand elles vendent une prestation à d'autres entreprises, à des entreprises qui sont soumises à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, eh bien, leurs clients peuvent déduire de la contribution à GFIP, c'est un peu technique, mais 30%. C'est les fameux 6%, c'est ça, 6% d'employés en situation de handicap, ou si on n'atteint pas ce quota, on peut faire aussi c'est ça ou pas? Oui, Intervenir c'est ça. des prestataires externes, et s'ils sont reconnus en situation de handicap, ça peut être déductible, enfin voilà, ça peut... Oui, c'est ça. Ça rentre un peu dans que... toute cette politique-là, c'est ça? C'est ça. Il y a une obligation d'emploi qui est pour toutes les entreprises à partir de 20 salariés. Elles doivent avoir 6% de travailleurs handicapés. Et effectivement, si elles n'atteignent pas ces 6%-là, eh bien, du coup, elles doivent payer ce qui s'appelle une contribution annuelle à la GFIP. Et pour réduire cette contribution annuelle à la GFIP, elles ont intérêt à embaucher, bien sûr, plus de travailleurs handicapés. Mais un autre levier, ça peut être effectivement de confier des missions à des ESAT, à des entreprises adaptées, ou à des TIH, donc des travailleurs indépendants handicapés, puisque à chaque fois, effectivement, elles pourront derrière déduire des choses de cette contribution-là. La troisième, donc effectivement, quand on est quand on veut créer une entreprise, si on est handicapé, on peut obtenir cette aide à la création de la GFIP. On devient travailleur indépendant handicapé, ce qui permet notamment d'offrir ces déductions à ses clients. Et effectivement, il existe aussi maintenant, c'est pareil, c'est relativement récent, mais des programmes d'accompagnement dédiés exclusivement aux travailleurs indépendants handicapés qui vont vraiment traiter des deux sujets, c'est-à-dire qu'ils vont à la fois traiter du côté business, du côté entrepreneurial et de la partie handicap. Donc comment on crée son entreprise, comment on développe son business, mais aussi comment on fait avec les aides liées à son handicap, comment on adapte son business à son handicap, etc. etc. Et donc par exemple, le programme, j'ai bénéficié de ce programme-là qui s'appelle TIH Booster, effectivement, qui se déroule sur 2 ans et qui permet d'être accompagné pour, comme son nom l'indique, pour booster son business en tant que travailleur indépendant handicapé. Vraiment hyper intéressant. Moi, je connaissais pas du tout ce statut-là de TIH. Je connaissais les ESAT, les entreprises adaptées, mais j'avais jamais entendu parler de ce statut spécifique qui est hyper intéressant en fait, si on a envie de se lancer. Oui, c'est un statut qui existe depuis 2016 seulement et qui, effectivement, aujourd'hui en tout cas, ça peut être effectivement une alternative intéressante quand on est en situation de handicap et que on se demande quoi faire, ou justement si on a une bonne idée, n'hésitez pas à vous lancer. Aujourd'hui, c'est assez encadré, il y a pas mal de choses. On essaye aussi de vous aider, donc c'est tout à fait possible. Et c'est une option intéressante parce qu'on peut vraiment adapter son entreprise à son handicap, dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire que si on a des rendez-vous médicaux, on les intègre à son planning. Effectivement, moi j'ai pas mal de rendez-vous médicaux actuellement. Je sais que ce serait compliqué à faire si j'étais salariée, alors que là, ça me laisse toute liberté pour faire ça. Par exemple, des gens qui ne peuvent pas travailler à temps plein, qui ont une grande fatigabilité, ça peut aussi être une solution. En tout cas, voilà, et on adapte vraiment son business à son handicap ou l'inverse, et on peut faire des choses chouettes et trouver des clients et se développer, etc., etc. Dans certains cas, il y a des aides financières qui existent. Est-ce que si on a le statut de TIH, travailleur indépendant handicapé, c'est ça, oui, du coup, ça coupe les aides, les autres aides, en fait?
c'est beaucoup de cas par cas parce Oui, qu'évidemment, d'accord. chacun n'a pas les mêmes aides, chacun n'a pas les mêmes contraintes, chacun, voilà. Mais oui, et d'ailleurs, c'est aussi ce que fait, par exemple, un programme comme T-Booster. Enfin, un des enjeux, notamment au moment de la création, au début, c'est ça, c'est de se dire, ben, je débute, je développe. Donc, de toute façon, même si je fais beaucoup, bah, il y a des chances qu'au début, j'arrive pas à en vivre tout de suite. Et donc de voir effectivement comment on peut Jongler entre à toutes les aides. voilà. Et alors parfois, il y en a qui vont diminuer, mais qui vont être maintenus le temps d'eux. Donc effectivement, ça permet aussi d'avoir de ne pas se sentir lâché en pleine nature. Effectivement, on peut cumuler complètement légalement une partie des aides plus enfin, un revenu, ou enfin, en tout cas l'entreprise qu'on a démarrée. Donc oui, ça permet ça, mais c'est justement aussi à étudier parce que ça dépend du statut qu'on va choisir. Donc si on est auto-entrepreneur, c'est pas les mêmes règles que si on crée une SASU ou une SARL. Selon aussi les aides dont on bénéficie. Certaines vont diminuer, d'autres ne sont pas conditionnées au revenu. Enfin bon, bref, voilà, il n'y a pas de réponse absolue. Mais oui, c'est quelque chose qui s'étudie et il y a des mécanismes qui existent pour permettre à ces personnes-là de réussir justement à démarrer avec une petite sécurité quand même et c'est pas forcément tout ou rien, quoi. Voilà, c'est pas du jour au lendemain on arrête toutes les aides parce qu'on crée sa boîte, quoi. C'est pas ça la réalité. Aujourd'hui, c'est fait pour encourager ça, hein. Tout est fait pour encourager ça. Donc, voilà. Ok, donc vous, de votre côté, pas de regret? Ah non, aucun regret. Déjà, j'adore ce que je fais. Je trouve que le parcours entrepreneurial, c'est hyper enrichissant. En fait, on apprend plein de choses tout le temps. Hyper stimulant, oui. Hyper stimulant. Donc j'y avais pas forcément pensé avant parce que je viens pas enfin mes parents sont pas entrepreneurs, parce que j'y avais pas forcément pensé avant. C'est vrai que pour être tout à fait honnête, j'y suis venue parce que j'en avais marre de pas être pris, enfin qu'on me donne pas ma vraie chance, disons. Voilà, je pense que c'était en partie lié au handicap. D'ailleurs, j'ai eu des exemples, j'ai eu des preuves de discrimination à l'embauche pendant mon parcours. Donc voilà, j'en avais un petit peu marre de ça. Je me suis dit, comment je pourrais faire pour enfin m'épanouir professionnellement et avoir quelque chose et puis voilà, faire profiter aussi de mes compétences, etc. Et donc, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat et à me dire, tiens, puisqu'on me fait pas confiance, puisqu'on me donne pas ma chance, je vais créer ma propre chance. Donc vraiment, au début, c'était ça. Alors après, la voie dans laquelle je me suis engagée, je l'ai étudiée aussi. C'est parce que je pensais qu'il y avait une opportunité, qu'il y avait un besoin dans ce domaine-là. Mais il y avait aussi ça, à titre perso, de me dire, voilà, on me donne pas ma chance, donc je vais me la créer. Et donc, j'ai vraiment démarré tout de zéro, mais non, aucun regret. J'adore ce que je fais. J'aime aussi la liberté que ça donne, le fait de pouvoir s'organiser comme on le souhaite. Alors, il y a quand même des contraintes aussi. C'est pas, il faut aussi tenir compte, évidemment, des clients, évidemment, de plein de choses. Il y a aussi des contraintes, c'est beaucoup d'énergie. Mais voilà, c'est passionnant. Il y a aussi cette liberté. Et puis, c'est assez satisfaisant aussi, quelque part, d'arriver à... Il y a une fierté personnelle, oui. Voilà. Ouais, on peut le dire. Bravo en tout cas pour votre parcours. Nous allons passer à un tout autre sujet. J'aimerais, si vous êtes d'accord, lire un court passage d'une de vos publications LinkedIn. Ok. Alors, je commence. Certains d'entre vous ont l'habitude de me croiser et d'autres moins. Or, depuis quelques mois, je commence à oser utiliser une canne pour me déplacer plus sereinement. N'hésitez pas à me dire bonjour. Je ne vous reconnaîtrai pas forcément de loin. Je m'arrête toujours avec plaisir pour échanger quelques nouvelles. Donc moi, ce que je comprends à travers ces lignes, c'est que le cap de la canne blanche n'est pas si évident que ça à passer. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Oui, bien sûr. Alors, merci pour d'avoir partagé ce passage. Je suis assez active sur LinkedIn, effectivement. Je partage beaucoup de contenu. Alors,
Jusqu'à l'âge de 32 ans, je n'ai jamais eu de canne, je n'en ai jamais réellement senti le besoin et donc je n'en ai pas eu. Et puis, quand j'avais, ouais, je crois que c'était 32 ans, l'entreprise où je travaillais, a déménagé et allait s'installer dans un quartier qui était pas très, enfin, où je me sentais pas très à l'aise en tant que piéton. C'était un peu compliqué. Et donc, la seule solution, c'était d'envisager d'utiliser une canne. Et donc, du coup, j'ai commencé à m'enseigner. J'ai pris aussi quelques cours de locomotion pour apprendre à m'en servir. Et puis, j'en ai acheté une. Alors, déjà, on va préciser que j'ai acheté une canne jaune. Alors, pourquoi jaune et pas blanche ? Eh bien, c'est un nouveau code de couleur, enfin nouveau, c'est un code couleur qui vient de Belgique, qui est très très répandu en Belgique ou en Suisse, où c'est normé. Selon son acuité visuelle, on nous attribue une canne blanche ou une canne jaune. Ici, c'est pas encore très développé, mais l'idée, c'est justement d'envoyer un signal plus clair pour les voyants. Qu'on se dise, quand la personne elle a une canne blanche, c'est qu'elle voit pas du tout, et si elle a une canne jaune, c'est qu'elle voit un petit peu. Voilà. Donc en tout cas, j'ai acheté cette canne jaune. J'avais appris à m'en servir, donc je m'en suis un peu servie dans le quartier où était mon entreprise. Mais en gros, je n'arrivais pas à ce moment-là à m'en servir ailleurs. Alors pourquoi ? Parce qu'effectivement, à partir du moment où on utilise une canne, ça rend son handicap visible. Un handicap visuel comme le mien, avant ça, on pouvait me croiser dans la rue sans se rendre compte que j'étais malvoyante. J'étais assez à l'aise, assez autonome, j'avais pas de canne, mais ça se voyait pas. Et là, le fait d'avoir la canne, forcément, ça rend les choses visibles. Et donc ça, c'est difficile à accepter pour la plupart des gens. Il y a des gens qui mettent très très longtemps à l'accepter. Et moi, j'ai mis un petit peu de temps à l'accepter aussi. Voilà, donc effectivement, il y a eu plusieurs étapes. Après ça, j'ai commencé à l'utiliser d'abord quand j'étais en voyage ou en déplacement, donc pas à Toulouse, dans des endroits que je connaissais moins et dans des endroits où du coup j'hésitais un peu. Je me disais, bon allez, là je la sors et puis en plus je connais personne, donc ça m'allait bien. Mais c'est vrai qu'à Toulouse, pendant des années, elle est restée au fond d'un tiroir et je me disais, oui, je l'ai, mais voilà. Et puis, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'effectivement, elle pouvait m'aider ailleurs que dans ce quartier seulement. Bon, là, je ne travaillais plus là en plus, mais voilà, je me suis rendu compte que ça pouvait m'aider. Alors, il y a un autre élément aussi, c'est que la canne, elle sert bien sûr à se déplacer, mais elle sert aussi, je l'ai déjà un peu évoqué en parlant de canne jaune et de canne blanche, elle sert aussi à se rendre visible des autres, qui font un petit peu plus attention du coup. Et donc ça, je me suis rendu compte aussi que la vie dans la ville, enfin que la ville, on va dire, a évolué. C'est-à-dire qu'il y a ne serait-ce que 5 ans ou 10 ans, c'était encore pire, mais au moins même 5 ans, il y a 5 ans, il n'y avait pas autant de vélos, il n'y avait pas autant de trottinettes. Et aujourd'hui, vous êtes piéton sur un trottoir, il y a des vélos et des trottinettes sur les trottoirs qui vont à fond et que moi, en tant que personne malvoyante, je ne peux pas anticiper en fait. Et donc, ils me font... Enfin, bon, voilà, j'en ai évité plein au dernier moment, quoi. Et donc, quand j'ai la canne, je me rends compte que ça m'évite ce genre de problème parce que c'est eux qui, quand même, quand ils voient quelqu'un avec une canne, ils font un petit peu attention. Donc, voilà, pour toutes ces raisons-là, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que peut-être qu'il faudrait que je fasse l'effort de la sortir davantage. Mais ça a été un long travail. Et effectivement, par exemple, dans le centre-ville de Toulouse, donc après avoir été pendant longtemps dans un tiroir chez moi, je l'ai mis dans mon sac à main. Donc déjà, c'était un progrès. Une transition, il y a mieux. Mais elle est restée longtemps dans mon sac à main sans jamais sortir du sac à main. Donc voilà, il y a eu une étape, mais... Et puis voilà, à un moment donné, je me suis dit non mais là c'est quand même idiot, tu l'as avec toi mais tu la sors jamais, c'est bon. Et donc j'ai commencé un tout petit peu à la sortir et en fait je me suis rendu compte que ce qui me stressait, c'était justement de me dire il y a des gens que je connais qui vont me voir avec la canne et c'est ça que je redoutais. Mais excusez-moi, mais les gens qui vous connaissent,
ils sont pas tous au courant que vous avez des problèmes de vision? Ah bah si, mais sauf que pour moi, c'était... Alors, je sais pas vraiment comment l'expliquer, mais le fait C'était d'avoir la canne était peut-être un peu Mon- honteux, peut-être... montrer une montrer une vulnérabilité. vulnérabilité, oui, tout à fait. J'avais pas envie de montrer cette faiblesse, ouais, voilà. C'était Ah, mais comme parce ça que je le peut-être vivais. que vous le viviez comme, vu que vous l'avez pas eu pendant 33 ans, peut-être que vous l'avez vu comme une perte un peu d'autonomie, Oui, une oui, oui, je régression, pense, entre oui, oui. guillemets, Oui, hein, oui, c'est pas tout à du fait, tout... tout à fait. Alors qu'en fait, c'est pas une régression, c'est un accessoire qui peut vous faciliter... Enfin, moi, je le vois plutôt comme une amélioration de la qualité de votre vie dans certaines situations, en fait. Oui, vous avez raison, mais j'ai mis du temps à accepter Oui. de le voir comme ça. Et le post LinkedIn que vous avez, dont vous avez lu un extrait, il date d'il y a, je pense, à peu près 2 ans, je pense, comme ça, à la louche. Et c'est vrai que je l'ai fait, j'ai eu du mal il m'a un peu coûté. Mais d'ailleurs, il a eu beaucoup de succès, les gens l'ont beaucoup apprécié, parce que je pense que j'ai été très sincère. Et en fait, mon but là, c'était de dire, parce que ce que je redoutais aussi, c'était de me dire, je vais croiser des gens de mon réseau professionnel et ils vont me snober parce que ça va leur faire bizarre de me voir avec la canne et ils vont détourner le chemin, quoi. Ah oui. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce post. Vous C'est voyez, pour assumer. Dans ce que vous C'était- avez ouais. lu, c'était en gros, venez quand même me dire bonjour, quoi. Ah, Voilà. c'est comme si ça crée une distance, en fait, avec les autres. C'est ça. Moi, c'est ça dont j'avais peur, je pense. Et là, à partir du moment où j'ai réussi à faire ce post, j'ai beaucoup plus, j'ai assumé en fait, j'ai plus eu peur. Et donc maintenant, alors je n'utilise pas systématiquement parce que j'en ai pas toujours besoin dans mon quartier ou même en centre-ville le jour, par exemple, j'en ai pas vraiment besoin. Mais dès que c'est un quartier inconnu ou si on est un peu le soir entre chien et loup ou s'il pleut ou si, bon, voilà, bref, je l'ai tout le temps dans mon sac et je la sors beaucoup plus facilement. Et en tout cas, maintenant, je n'ai plus aucun frein en me disant, enfin, je n'ai plus peur du regard des autres, en tout cas, par rapport à cette canne. Voilà. Et c'est ça qui a beaucoup changé, mais ça a mis facilement 6 ou 7 ans, hein, tout ce processus que je viens de vous raconter, de partager. C'est un processus long et je ne suis pas une exception. Hein, et parfois même, c'est plus long. C'est très compliqué quand on a été sans canne et qu'on se rend compte qu'on en a besoin. C'est souvent très très long d'accepter ça, en fait. Voilà. Et donc maintenant, en tout cas, j'ai croisé des gens de mon réseau professionnel avec ma canne qui du coup, même au contraire, plusieurs d'ailleurs ont fait référence à ce post, m'ont dit que c'était chouette, que j'accepte. Enfin voilà, ils étaient même contents pour moi et on a discuté et voilà. Donc les craintes n'ont pas forcément été vérifiées. Au Non, contraire. non, au contraire. Ouais. Mais on se fait des idées. Hein, non, mais je comprends tout voilà, à fait. le regard des autres est souvent important, c'est souvent on peut le craindre. Voilà. Pourtant, j'ai pas peur par exemple, le fait d'avoir acheté une canne jaune, en fait, ça provoque des échanges. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent me demander pourquoi elle est jaune ma canne. Et ça m'a jamais dérangé. Au contraire, ça j'aime bien parce que du coup, j'explique. Ça crée du lien. Ça crée du lien, j'explique pourquoi, comment, et voilà. Donc, j'ai pas peur de parler voilà, mais c'est vrai que c'était une crainte vis-à-vis des autres. Et voilà. Et là, je parle de mon réseau professionnel, mais c'est vrai que ça a été un peu pareil et ça l'est encore. Hein. Je le vois encore avec avec mes amis. J'ai du mal à me dire qu'on va me voir avec ma canne. Voilà. Il n'y a pas très longtemps, je suis allée au restaurant avec une amie à moi et en partant, on partait dans 2 directions différentes et on a encore un peu discuté devant le restaurant et du coup, j'ai sorti ma canne devant elle. Et je lui ai dit, maintenant, la nuit, j'utilise la canne. Et elle m'a dit, bah oui, je comprends. Et voilà, c'est passé comme une lettre à la poste. Mais c'est une des premières fois que je le fais avec une amie. Oui, mais je comprends. Et en même temps, je me dis, mais qu'est-ce qui...
pourquoi on vous a mis ça dans la tête, ou qu'est-ce qui aurait pu faire finalement dans tout ce parcours pour dédramatiser finalement la canne. Parce que c'est des sujets que j'ai eu l'occasion de beaucoup aborder aussi avec des parents ou avec des personnes en situation de handicap par rapport au fauteuil roulant. Notamment chez les enfants, en fait, il y a des enfants polyhandicapés qui sont d'abord dans des poussettes, et le passage au fauteuil roulant quand ils grandissent est très difficile pour beaucoup de parents, alors qu'en fait ce fauteuil roulant permet une sociabilisation de l'enfant, permet une autonomie de l'enfant, alors que la poussette il ne peut pas se déplacer tout seul en poussette, alors qu'un fauteuil roulant va le permettre. Donc finalement c'est parfois il y a des choses, ça permet plus d'autonomie, plus d'indépendance. Donc moi, une personne avec une canne, je me dis ça peut me renvoyer une image de quelqu'un d'hyper indépendant, hyper autonome, et pas de quelqu'un dépendant de sa canne. Enfin vraiment, c'est vraiment très personnel l'image qu'on en a, et en tout cas je vous remercie pour votre témoignage, parce que c'est hyper personnel, hyper subjectif, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent les mêmes choses, pas forcément pour une canne, mais pour tout autre, ça peut être pour des lunettes, ça peut être pour pour plein de choses. Donc merci beaucoup en tout cas pour ce partage. Avec plaisir, oui, je suis convaincue qu'on est nombreux à vivre ça. Je pense qu'il y a partie pourtant des gens qui assument quand même leur situation de handicap. J'ai beaucoup travaillé consciemment ou pas, mais je veux dire, il y a eu plein d'étapes dans ma vie, donc et où je suis amenée, où j'assume plutôt bien, et malgré tout, j'ai vécu ça il y a très peu de temps. Et ouais, je saurais pas comment l'expliquer, comment on aurait pu améliorer ça. Votre exemple aussi de la poussette et du fauteuil roulant, là, je pense qu'effectivement, c'est le même exemple. C'est-à-dire que même si ça apporte plus d'autonomie, la poussette, c'est considéré comme un peu plus normal, alors que le fauteuil roulant, ça rend visible la différence, et c'est moins... Alors, j'aime pas ce mot-là, mais c'est moins normal, quoi. Et je pense que c'est ça qui est compliqué à gérer, quoi. Et là, c'est ce que je vous disais au début, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de canne, et on se rend compte qu'il nous en faut une, c'est vraiment rendre visible sa différence, son handicap, quoi. Et visible, et je pense aussi au premier plan. Moi, il y a beaucoup d'invités en situation de handicap qui me disent « Moi, mon handicap, il ne me définit pas. Je veux pas que les gens voient je veux qu'ils me voient moi, mes compétences, ma personnalité. Et après, il y a mon handicap, ça fait partie de moi, je l'assume et tout ça, mais ils veulent pas que leur handicap soit la première chose que les gens constatent et découvrent. Donc il y a peut-être un truc aussi comme ça, de se dire, les gens, quand ils me voient dans la rue, ils vont d'abord voir la canne avant de voir moi, la femme épanouie que je suis. Voilà, par exemple. Non, mais complètement. C'est un peu ce que quand je vous disais que quand j'étais à la fin de mes études, je voulais absolument pas travailler dans le secteur du handicap, parce que j'avais peur qu'au lieu de voir mes compétences, on se dise elle est là pour son handicap. C'est un peu la même chose. Ça revient à ça, c'est-à-dire que oui, bien sûr, même si mon handicap fait partie de moi-même, et que je ne suis pas dans le déni, je pense que je l'assume, etc. Mais oui, effectivement, j'ai d'abord et avant tout envie qu'on voit une femme, une amie, une amoureuse, une personne qui a des compétences, une personne qui aime cuisiner, voyager, voilà. Et oui, elle est aussi, en plus, elle est différente parce qu'elle est malvoyante, mais voilà, c'est en plus de tout le reste, quoi. Et je crois que ça doit être une partie de l'explication. Mais c'est vrai que c'est très complexe, parce que moi, personne ne m'a mis ça dans la tête. J'ai été très soutenue par ma famille tout le temps, qui au contraire a essayé de me pousser à être le plus indépendante possible aussi. Et puis j'ai toujours été très soutenue. On m'avait mis ça en tête, mais je sais pas. C'est peut-être c'est ce qui m'a mis ça en tête. Je pense que c'est plus global, quoi. C'est la société, c'est la vie, c'est voilà Alors qu'effectivement, même ma famille, par exemple, ils sont plutôt contents que j'ai passé cette étape, parce qu'ils se rendent compte que ça m'aide plutôt au quotidien, par exemple. Ça vous sécurise. Ça les sécurise aussi, je pense. Oui, tout à fait. Merci beaucoup en tout cas pour ce partage. On arrive aux questions de la fin.
Est-ce qu'il me reste encore un peu d'énergie? Eh bien, on va essayer. En plus, les questions de la fin, oulala. Ça... Est-ce que vous avez un livre, un podcast, un film ou une musique que vous avez envie de nous conseiller? Oui, je pense à un film que j'ai vu il y a quelques années qui s'appelle La couleur de la victoire et qui raconte l'épopée de Jesse Owens au JO de Berlin. Et qui donc qui était un athlète noir américain et qui a été multimédaillé au JO de... Alors je dis Berlin, non, c'était au JO de Munich, je crois, avant la guerre, en présence d'Hitler. Et donc c'est un film très intense et aussi sur le racisme, sur les discriminations, voilà, et qui m'a énormément touchée. Il m'a fait pleurer ce film, alors que ça m'arrive pas si souvent que ça devant un film. C'est vraiment un film, un très très beau film. Et je trouve qu'il y a... en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que... Donc là, il y a aucun lien avec le handicap, mais en tout cas, j'ai toujours été, moi, très... une des choses, je pense, qui m'anime depuis toujours, c'est que je suis particulièrement sensible aux injustices et à l'intolérance. Et donc, effectivement, tout ce qui génère des discriminations, ça me révolte. Et je pense que c'est pour ça que ce film m'a tellement touchée, quoi. Et donc, que ce soit la couleur de la peau, l'origine, le genre, voilà, les handicaps aussi, enfin, toutes les différences qui génèrent des discriminations, ça m'a toujours beaucoup touchée, beaucoup révoltée. Et donc, voilà, c'est pour ça que je parle de ce film. Je le connais pas du tout, ce film, donc merci. J'irai voir à quoi il ressemble. Bon, ça a l'air d'être un film du coup très triste, mais... le film en lui-même, il est dur parce que c'est une époque... parce qu'en fait, c'est... Alors bien sûr, les JO en eux-mêmes devant Hitler sont durs, mais finalement, on voit aussi que l'entraînement de cet athlète noir américain dans l'Amérique ségrégationniste est déjà était compliqué aussi. Donc, et en plus, voilà. Donc oui, c'est pas une comédie, hein, c'est sûr, il est pas drôle, mais il est très, très fort. Ouais, ouais. D'accord. Est-ce que vous avez une citation ou un mantra qui vous motive au quotidien? Un mantra, ça pourrait être vraiment tout est possible. Alors même si il y a des choses qui restent impossibles quand on est en situation de handicap, mais ce que ça veut dire, c'est vraiment que il y a en tout cas beaucoup, beaucoup de choses qui sont possibles. Parfois, ça demande de contourner des obstacles, d'imaginer des stratégies de compensation, de passer par la fenêtre. Ce que je veux dire, c'est, Oui. voilà, on vous ferme la porte, vous passez par la fenêtre. Ça veut dire aussi que parfois, il faut oser. Enfin, parfois, souvent, ça, c'est quelque chose de très important, moi, dans ma vie, que ce soit dans ma vie de femme, d'entrepreneuse, de personne handicapée. Je pense qu'il faut oser. Sinon, on n'arrive à pas grand-chose. Mais tout ça, ce sont des éléments où moi, je me dis toujours, voilà, tout est possible, en fait. Je peux avoir des rêves, je peux atteindre mes rêves comme tout le monde. Simplement, parfois, il y aura peut-être des chemins détournés. Il faudra être imaginatif, il faudra être créatif, il faudra passer par la fenêtre, faudra voilà. Voilà. Mais je pense que c'est un message important pour aussi pour d'autres personnes handicapées, quoi. Il faut pas s'auto-censurer. On a le droit d'avoir des rêves et on a le droit de les atteindre et de mettre en place tout ce qui est nécessaire pour atteindre ses rêves. C'est quoi vos rêves? J'avoue, c'est une question en plus. Je crois que fondamentalement, mon rêve le plus profond depuis toujours, c'est d'avoir une vie la plus normale. C'est pas vraiment le bon mot, mais en tout cas, d'avoir une vie vraiment riche, vraiment variée et vraiment et épanouissante, quoi, tout simplement, en fait. Et quand on est en situation de handicap, finalement, c'est pas si évident et c'est un rêve qui peut paraître bizarre ou enfin pas bizarre, mais difficilement accessible. voilà.
Alors que voilà, moi je me suis toujours dit, si j'ai envie d'atteindre ce rêve-là, cette vie épanouissante et enrichissante, eh ben, il faut que je m'en donne les moyens. Et certes, ça me demandera peut-être un peu plus d'efforts que quelqu'un d'autre, mais c'est pas grave. Et ça me permet aussi d'avoir plein d'expériences, de vivre des choses différentes, des choses. Voilà, d'être toujours aussi. On dit que enfin, il y a des études qui montrent que les personnes handicapées sont plus créatives que les autres. Et on explique ça maintenant parce qu'en fait, on est en permanence en train d'être obligé d'imaginer des stratégies de compensation. Et donc vraiment, au quotidien, on doit trouver, on se dit, tiens, j'ai envie d'atteindre tel objectif, j'ai tel rêve, comment je fais pour l'atteindre? C'est pas le même chemin que quelqu'un qui a pas de situation de handicap, en fait. Et donc, c'est pour ça que, parfois, il faut l'imaginer. Parce qu'il y a des solutions qui existent, mais il y en a plein qu'en fait, qui n'existent pas, qu'il faut juste imaginer. Donc, c'est vrai que, finalement, voilà, on a le choix quand on est en situation de handicap. On peut, alors, j'aime pas ce mot-là, mais, se limiter, un peu subir, pas être très autonome, tout ça. Ou alors on peut aller à fond, oser, se donner les moyens pour faire des choses super chouettes et très, très variées, très enrichissantes. Voilà. Oui, sortir de sa zone de confort. Et je vous rassure, c'est facile pour personne d'avoir une vie épanouissante et riche. C'est un défi pour tout le monde finalement. Ah oui. Chacun à son échelle et à son niveau, mais... Ah oui. Non, ça, je dis pas le contraire, mais ce que je veux dire, c'est que... Non, mais je comprends bien, c'était juste pour rebondir avec une petite touche d'humour. C'est que même si ça, j'en suis bien consciente, mais ça peut paraître ambitieux quand on vit une situation de handicap, alors que je pense qu'il faut pas s'empêcher, en tout cas, d'avoir ce rêve et de mettre en place ce qu'on peut pour y arriver, quoi. Et après, voilà, après on peut avoir d'autres rêves, c'est pas forcément ça. Enfin, il y a vraiment des rêves, voilà, mais il y a plein de façons de... En tout cas, voilà, il faut pas se limiter, se dire, j'ai un handicap, donc ma vie va être triste, pourrie, monotone. Voilà, c'est dommage de se dire ça voilà, je pense qu'aujourd'hui, et en plus, même si tout n'est pas accessible, même s'il y a encore des problématiques par rapport à tout ça, le monde évolue quand même dans le sens d'aller vers plus d'accessibilité. Donc aujourd'hui, on peut quand même plus facilement avoir un parcours scolaire, faire des études, avoir un métier, créer une entreprise, voyager, bouger. Enfin bref, il y a quand même de plus en plus de choses qui sont accessibles, qui sont mises en place. On voit des innovations vraiment... régulièrement dans les différents handicaps sur des solutions d'accessibilité. Donc tout ça, c'est fait aussi pour faciliter la vie des personnes en situation de handicap. Est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé et que vous aimeriez aborder ? Question pas évidente parce que évidemment il y a plein de sujets qu'on aurait pu aborder. Non, mais je crois qu'on a abordé pas mal de thématiques et voilà. Non, ça me paraît complet. D'accord. De quoi êtes-vous le plus fier aujourd'hui ? De mon autonomie et de mon entreprise. Qu'est-ce que vous avez envie que l'on retienne de votre témoignage ? Ce que j'ai envie qu'on retienne de ce témoignage, c'est que il est vraiment fondamental d'oser. Il faut pas s'auto-limiter, il faut vraiment aller de l'avant et oser. Ça me paraît vraiment important. Et puis peut-être que de sa différence, on peut faire une force. Et donc ça aussi, c'est fondamental, je pense, en se disant que du coup, en faisant de sa différence une ou des forces, on peut aller très très loin. On est en année olympique, il va y avoir les Jeux paralympiques bientôt. Et voilà, c'est aussi des tas d'exemples impressionnants de personnes qui osent, qui sont très persévérantes aussi. Voilà, donc je pense que tout ça, voilà, faire de sa différence, de son handicap une force et puis oser, je pense que c'est des messages que j'ai envie en tout cas de partager. Et enfin, dernière question, qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter pour l'avenir ?
Professionnellement, j'ai envie effectivement, on peut me souhaiter de continuer à développer mon activité en gardant toujours autant de sens dans ce que je propose à mes clients. Plus globalement, effectivement, de continuer à être épanouie et à avoir plein de projets dans la vie. Et puis au quotidien, un peu plus, moins de trottinettes et moins de vélos sur les trottoirs. Bon, c'est tout ce que je vous souhaite. Merci beaucoup, Amandine, pour ce temps passé ensemble. Merci d'avoir répondu à toutes les questions avec sincérité. Et à bientôt. Et bonne continuation. Avec grand plaisir. Merci beaucoup et à bientôt. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci à Amandine pour sa confiance et merci à tous pour votre écoute et votre fidélité au cours de cette saison. N'hésitez pas à aller faire un tour dans les notes de l'épisode si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les prestations qu'offre Amandine ou sur le statut de travailleur indépendant handicapé. Je vous retrouve dans quelques mois avec de nouvelles conversations riches et variées. Je vous souhaite un bel été. En attendant, vous pouvez suivre mes aventures sur le compte Instagram Pépin Podcast. À bientôt.